Et bonjour à tous, c'est Total Tracks, numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas combien de numéros vont nous entraîner cette histoire de musique de fantasy, mais bonjour Rafik. Salut David. Et bonjour à Olivier, car nous sommes 3. Oui, aujourd'hui on a décidé d'être 3. Bonjour. Enfin aujourd'hui et pour les épisodes à venir, puisque donc là on s'apprête à entamer a priori une fantaisie estivale. Exactement. De plusieurs épisodes, parce que donc on a passé... un temps infini. Voilà, une semaine complète sans dormir, à essayer de faire un mix de tous les morceaux de musique de film consacrés à la fantaisie qui ont rythmé le 20e et 21e siècle. Et c'est là qu'on a été très largement complété et aidé par notre ami Olivier Desbrosses, qui va se présenter lui-même. Bonjour, et qui nous rejoint aujourd'hui. Salut Olivier. Mais bonjour qui es-tu donc, Olivier ? Alors moi je suis fondateur et rédacteur en chef d'un site qui s'appelle Underscores, qui parle de musique de film. Underscores.fr depuis bientôt 11 ans. Oh là là, ça te rajeunit pas tout ça. Non, c'est assez clair. Voilà. Même si tu es très jeune encore, Olivier. C'est vrai qu'à ma voix ça pourrait vous tromper, mais je n'ai pas 20 ans. Oh, pas loin. À peine 2-3 ans de plus. Et donc toi tu es passionné de musique de film depuis très très longtemps. Depuis toujours. Ce qui est amusant, c'est que nous nous sommes croisés à des lieux où nous avons évolué ensemble et sans se connaître, donc on s'est vu de loin sur cette même passion. Et donc c'est grâce à Rafik qui connaît Olivier, lui, depuis bien plus longtemps. Depuis je sais pas quand non plus, mais ça date grosso modo d'après que j'ai fini de bosser pour la Fnac. La fin des années 90. Olivier était un de mes clients. C'était encore le 20e siècle. On était encore au 20e siècle, oui. Et j'ai vu Olivier évoluer du statut de nerd compilateur qui passe sa vie dans les concerts de musique de film aux quatre coins du monde à faire des interviews juste pour son propre plaisir qu'il ne partage avec personne. Ça va peut-être changer. Et à celui d'un rédacteur en chef de site internet en bonne et due forme où cette fois-ci il fait profiter le monde de ses rencontres et de son travail. Ouais, qu'est-ce que je disais ? En tout cas, j'essaye. Bon, en tout cas, c'est très très gentil de ta part d'être venu nous aider à faire cette liste. On est ravis de t'avoir avec nous. On est ravis de saluer aussi les lecteurs de Underscores.fr, parce que j'imagine qu'il y en a certains qui écouteront cette émission pour entendre ta douce voix et ton choix très éclectique en matière de musique de film de fantasy. Car c'est le sujet d'aujourd'hui et des épisodes à venir. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est un genre qui a permis à pas mal de gens de découvrir la musique de film. Je crois que même on peut dire que dans le cas d'Olivier, c'est manifeste, puisque il y a un titre en 1982 qui a, j'imagine, beaucoup compté pour toi. Ouais. Donc, je me souviens plus. On va en parler. On en parlera dans l'épisode 18. Mais c'est effectivement un des genres un des genres cinématographiques qui a le plus éveiller les gens à la musique de film. Ça sera manifeste pour notre génération quand on va commencer à rentrer dans les années 80 et qu'on va retrouver tous ces titres-là. Bien sûr. Mais ce ne furent pas les premiers. Même les gens qui ont commencé à s'intéresser à la musique de film bien avant notre naissance l'ont souvent été aussi par l'entremise de films de fantasy. La grande difficulté là-dedans a été de déterminer ce qui était le cinéma de fantasy. Et alors, c'est là ce qui est la fantasy tout court, parce que c'est un genre à lui tout seul. On peut dire que c'est un genre qui est apparenté à l'aventure, dans lequel il y a des éléments supplémentaires qui sont des mondes fantastiques, de la magie, du merveilleux. En fait, c'est un peu la combinaison de tout ça qui fait qu'on retrouve des mondes de fantasy. Oui, mais on a écarté en fait tout ce qui se rattachait au fantastique. Fantastique pur et dur. Fantastique pur et dur, c'est-à-dire les histoires qui se passent dans un environnement réaliste dans lequel apparaît un élément fantastique. Donc effectivement, les fantômes, le cinéma gothique, les Frankenstein et autres, tout ça ne seront pas des films qu'on va traiter. Nous, on a considéré le genre fantasy en tant que entrer dans un monde imaginaire, entrer dans un monde parallèle. Et le médiéval fantastique qui est la chose la plus évidente auquel on pense quand on parle de fantasy. Tout à fait. Mais donc, même s'il n'y a pas que ça. Mais cette idée de monde a été très importante pour nous permettre de déterminer certains choix. On a aussi évité de trop s'attarder sur la mythologie, et notamment les mythologies gréco-romaines. Parce qu'on y reviendra. On y reviendra, il y a beaucoup de titres là-dessus. Mais déjà, rien qu'en restant sur
sur l'idée de mon héros rentre dans un univers imaginaire ou fantastique, on avait déjà largement de quoi faire. Alors évidemment, vous trouverez sûrement, vous qui écoutez cette émission, que c'est pas complet, qu'il manque tel ou tel film auquel vous aviez pensé et pas nous. Sachez que nous avons pensé à beaucoup de choses, mais que nous avons dû quand même arrêter un choix parce que sinon on y passait pas la semaine mais le mois parce que c'est vraiment très très vaste. Et ensuite on a aussi évité de remettre dans la liste trop de films d'animation parce que surtout après les années 2000 il y a énormément de films de fantasy ou apparentés à la fantasy avec des super musiques. On pense évidemment à Dragon par exemple de John Powell, mais qu'on va se garder pour une émission un spécial un spécial anime. Mais ça veut pas dire qu'on a enlevé tous les films d'animation de la liste parce qu'il y en a quelques-uns très emblématiques sur lesquels on était obligé de revenir, ou qui ne rentreront pas dans la liste des films d'animation dont on parlera plus tard. Voilà, alors avant de commencer cette sélection, je vous rappelle que nous avons un Tipeee sur lequel vous devez nous donner de l'argent car nous sommes des crevards. Voilà, mais vous devez, c'est maintenant, c'est un ordre. Vous n'avez tout simplement plus le choix. Si vous voulez que ce magnifique podcast puisse continuer sereinement. Rafik a besoin d'un nouveau PC, alors il faut absolument lui acheter des barrettes mémoire, une carte mère. Non, mais c'est un budget de fonctionnement aussi qu'on se garantit pour ça, parce que, encore une fois, le podcast, c'est pas grand-chose, mais ça nous demande quand même beaucoup de temps et du matériel. Et de ressources. Là, j'ai sous les yeux quand même un matos tout à fait professionnel qui nous permet d'enregistrer correctement ce truc. Et c'est vrai que avec votre aide, ça sera vraiment simple et ça ira comme sur des roulettes. Mais vous êtes déjà pas loin d'une quarantaine de tipeurs à nous suivre. Donc, c'est sur Tipeee, c'est fr.tipeee avec 3e.com/total-tracks. Facile à retrouver, Total Tracks sur Tipeee. Ce que je tenais à vous dire, c'est un don important d'une fois, c'est sympa. Ce qu'on aimerait, c'est créer une ressource qui nous permette de durer. Et donc, même si vous ne donnez qu'1 euro par mois ou 2 euros par mois en fonction de vos moyens, l'abonnement, le fait de pouvoir nous entretenir, on va dire, entretenir le podcast, ça va nous aider largement à développer toute cette histoire parce qu'on a, on l'a déjà dit, on a des ambitions importantes. On a pas mal d'ambitions et puis surtout nous aussi ça nous permettra d'entretenir avec nos tipeurs je l'espère une relation un peu plus soutenue. Bien sûr. Parce qu'on aimerait bien les connaître, savoir qui ils sont, voilà, et avoir un dialogue plus régulier avec eux. Alors ça c'est pour le Tipeee. Maintenant, retrouver Total Tracks en podcast, c'est très facile. On est sur iTunes, tapez Total Tracks podcast. On est sur SoundCloud, c'est Total Tracks le podcast aussi, je crois. Oui. On est sur Twitter pour nous poser des questions. Tracks Total. Et on a un Gmail, trackstotal@gmail.com pour nous donner les réponses au blind test. Et aujourd'hui, dans ces premières émissions, il n'y aura pas de blind test. On ira jusqu'au bout de la fantasy pour vous proposer un nouveau blind test parce que sinon on va épuiser nos blind tests beaucoup trop vite. Donc ça sera pour la prochaine session d'enregistrement. Voilà, parce qu'aujourd'hui on ne fera pas l'intégralité de la liste qu'on s'est donnée qui est mais tellement longue que je pense qu'on s'en sortira pas en une fois, c'est même sûr. Voilà, et sur Facebook aussi, on est sur Facebook évidemment. Bref, si vous voulez nous écrire, nous poser des questions ou que vous avez envie de thèmes pour cette émission que vous voudriez que nous traitions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, un petit message, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, des étoiles sur iTunes et des bons commentaires, ça nous remonte le moral, ça nous donne envie plus de commenter, continuer. Quand on va sur iTunes et qu'on voit la page de commentaires, c'est merveilleux, j'en ai la larme à l'œil. Et merci pour tous ceux qui ont laissé ces encouragements. Évidemment. Bon, on va démarrer. Olivier, tu es dans les starting blocks, tu es prêt ? Il est né prêt. On va démarrer comme on va démarrer pratiquement chaque podcast, j'ai l'impression, à part celui sur les jeux vidéo. Oui, parce qu'il n'en faisait pas. Parce qu'on va retrouver d'emblée des noms que ceux qui nous suivent depuis le début ont déjà largement entendus. Parce que si on a décidé de démarrer à une date précise, qui est l'année 1935, avec un nom duquel on vous a beaucoup parlé, notamment dans notre épisode sur l'aventure, qui est celui de Korngold. Irish Wolfgang Korngold. Mais c'est normal parce que quelque part l'aventure, la fantasy, c'est quand même très proche. C'est des éléments d'univers qui sont différents, mais on est dans les mêmes mécaniques, on va dire, scénaristiques.
dans les mêmes personnages flamboyants et aussi dans des thématiques très comment dire, poète-poète. Moi j'aime bien le terme poète-poète. Mais ce qui est intéressant avec Korngold, c'est comment il a créé les bases à mon avis, de la musique fantasy presque par accident, presque par hasard. Puisque en 1935, en fait, ce qui se passe, c'est que le grand producteur et metteur en scène de théâtre Max Reinhardt, qui est une gloire dans l'Europe de l'époque et dont la gloire a atteint les États-Unis, reprend des représentations sur scène de certains succès, et notamment du Songe d'une nuit d'été, qui va jouer au Hollywood Bowl. Le Songe d'une nuit d'été, donc, qui est entièrement basé sur les compositions de Felix Mendelssohn. Et à l'époque, la Warner lui met le grappin dessus. Je crois qu'on est en 1932. Il va falloir beaucoup de tractations avant que Max Reinhardt se laisse aller, se décide, parce qu'en gros il n'a pas jamais franchi le pas du cinéma ouvertement. Il a des films qui lui sont attribués auparavant, me disait Olivier, mais je ne pense pas que ce sont des films qu'il a mis en scène comme il a mis en scène le Songe d'une nuit d'été. Ça va être une énorme production pour la Warner, une production à enjeu, puisqu'elle va mettre dessus toutes ces stars sous contrat, qui vont de Mickey Rooney à Olivia de Havilland, à James Cagney, etc. Enfin, faut voir le casting du film, c'est un who's who de l'époque. Un chèque en blanc, donc, pour adapter avec les moyens technologiques du cinéma de l'époque, c'est-à-dire effets spéciaux, décors, etc. Quelque chose qui relève de la féerie musicale qu'il a pu créer sur scène. Or, très vite, Reinhardt se rend compte que la musique de Mendelssohn qu'il a utilisée sur scène ne sera pas suffisante par rapport à ce qu'il souhaite faire de ce film-là, et c'est lui qui va prendre la liberté, parce qu'il a un chèque en blanc, de contacter en Autriche son compatriote Erich Wolfgang Korngold, qui à l'époque donc est un compositeur classique de scène, comme on l'a dit dans le premier épisode, considéré comme un génie, notamment par des gens comme Gustav Mahler et autres. Il bénéficie d'une énorme d'un énorme prestige dans son pays et d'une énorme présence. En gros, il va lui envoyer un SOS en lui disant « J'ai absolument besoin de toi ». Pas un SMS, voilà. À l'époque, c'était ça. Un SOS. Pour le coup, un télégramme pour lui dire « J'ai absolument besoin de toi pour retravailler ça. Viens me rejoindre à Hollywood ». Pour un travail qui au départ doit compter dans les 6 semaines en fait. Et en lieu des 6 semaines, Korngold va se retrouver à bosser pendant 6 mois sur ce projet, parce que effectivement, lui il est là pour adapter la musique de Mendelssohn avec le plus grand respect, mais donc de temps en temps s'assurer une réorchestration par-ci, un truc par-là, mais en même temps il manque tellement de choses pour que le film prenne sa valeur qu'il va devoir composer lui-même. Et comment composer dans l'esprit de Mendelssohn, c'est assez compliqué, et notamment, c'est intéressant parce que Mendelssohn, c'est une musique qui est très dans le romantisme du début du 19e, et Korngold voit bien que ça colle pas avec le rythme des images que le cinéma imprime à l'époque. Il va falloir trouver une autre façon musicale de procéder. Et donc, il va, pas consciemment, je dirais, aller dans une forme de post-romantisme et donc créer quelque part ce qui va être la base de la musique de film pour la fantasy. C'est assez manifeste dans un morceau donc qui n'est pas de Mendelssohn, contrairement à ce qu'Olivier a essayé de me faire croire il y a quelques jours. Ne commence pas par l'accabler, hein. Il est sage pour l'instant, il n'a rien dit encore. Mais c'est vrai qu'il a été, il a été très gentiment inquisiteur, parce qu'il voulait quand même s'assurer que ce morceau était bien. C'est difficile dans le film de savoir qu'est-ce qui est de Korngold et qu'est-ce qui est de Mendelssohn, mais là on est vraiment dans un morceau de Korngold qui a été composé donc pour une séquence à effets spéciaux du film qui est le réveil des fées. C'est dans une partie qui s'appelle la danse du brouillard, et dans ce brouillard vont apparaître une quantité de petites fées qui vont se mettre à danser, à voler et à monter autour d'un grand arbre qui domine la forêt. Donc quelque chose qui n'était pas dans la représentation scénique, que seul le cinéma peut créer. Et j'ai choisi ce morceau parce que vous allez entendre, et je pense que vous comprendrez en l'entendant, en quoi la fantaisie musicale au cinéma est née avec ce film.
Donc vraiment, on est en plein dedans, quoi. Je pense clair, que même aujourd'hui, en 2019, je crois qu'on pourrait s'autoriser à avoir un morceau comme ça sur une. Voilà. Ensuite, on retourne à l'opéra, voilà. Avec Mendelssohn. C'est un réenregistrement récent sur la qualité du son. Oui, très tout bonne. à fait. C'est un album classique en fait qui est sorti il y a quelques années. Oui, c'est presque il y a 20 ans hein, chez un éditeur qui s'appelle. C'est récent, 20 ans. Qui s'appelait CPO. Comment dire, un enregistrement de Deutschland Radio. Dirigé par, j'ai même plus son nom, par quelqu'un. C'est bien, c'est précis, Rafik. Mais bon, en tout cas... Gert Albrecht. Gert. Et en tout cas, on sent bien, on entend bien le style fantasy. 1935, hein, ça 1935, date pas d'hier. Hein. Pourtant, on est en plein dedans. On pourrait presque mettre ça sur des images de Hook ou ce genre de film, quoi. Clairement, très clairement. Accessoirement, cette adaptation du Songe d'une nuit d'été a été un tel succès aux États-Unis à l'époque. C'était tellement le symbole du luxe européen, parce qu'il y avait quand même dans le cinéma hollywoodien de l'époque une espèce de course effrénée à imiter la bourgeoisie européenne, il y a une marche nuptiale de Mendelssohn qu'on entend à la fin du film, hein, et donc réorchestrée par Korngold. Et cette marche nuptiale réorchestrée par Korngold a été un tel succès auprès des gens que tous les Américains ont demandé pour le mariage de leur fille à entendre ce morceau. Et depuis, c'est devenu une tradition d'avoir la marche de Mendelssohn sur les mariages aux États-Unis, en gros grâce à ce film-là. Génial. Et 1935, on s'arrête pas là parce que qui dit Korngold dit. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, une petite note sur Korngold. Donc c'était son premier film américain, le premier de 17 films, puisqu'il a abandonné, je crois, en 1947. Assez tôt, en fait. Il a fait assez peu de films, et puis il a fini par retourner complètement à sa carrière dans le monde du classique, même s'il était complètement installé aux États-Unis. Et il est quand même revenu pour un exercice exactement similaire en 1954 pour un film qui s'appelle Magic Fire, qui était réalisé par William Dieterle et qui était c'était une biographie de Wagner. Et Korngold a donc fait exactement le même exercice, c'est-à-dire adapter la musique de Wagner pour de très longues séquences sans dialogue, pour un film qui durait à l'époque 2h30, qui a été ensuite... c'est long, pour l'époque. Qui a été un gros four, puisque le film a été massacré. Il durait, je crois, 88 minutes au final, après être passé entre les mains du studio. Et donc, il a adapté Wagner, et il est sorti de sa retraite une dernière fois pour le cinéma, pour faire la même chose que ce qu'il avait fait sur son premier film. Sur son premier film, c'est marrant. D'ailleurs, ça me fait penser au travail qu'a souvent fait Michael Kamen, de redigérer de la musique classique et de la réinjecter au travers de ses compositions. C'est une de ses grandes qualités, d'ailleurs, en tant que compositeur de musique de film. On se souvient de la 9e dans Die Hard, ou ce genre de choses qui sont complètement intégrées. De savoir s'adapter, en fait. Savoir faire feu de tout bois et s'adapter. Là, ce qui est intéressant avec Korngold, c'est d'une certaine façon, pour quelqu'un qui était considéré comme un génie par ses pairs, et pas n'importe lesquels, de voir à quel point il a approché l'exercice avec humilité, en fait. Et à travers son humilité, de contribuer à générer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Mais qui dit Korngold dit automatiquement Max Steiner. Donc, parce que vraiment, on a insisté là-dessus dans les épisodes précédents, c'est les deux rois de la musique de film de l'époque. On peut pas avancer sans ces deux noms.
ces deux noms-là. Donc Steiner en avait beaucoup parlé par rapport à King Kong en 1933, Bien qui a sûr. basiquement jeté les bases de tout. Oui, qu'on aurait pu mettre aussi dans la fantasy, on n'était pas loin. Hein. Voilà. Et il va à nouveau donner un grand coup 2 ans plus tard pour un autre film produit toujours par Merian Cooper, donc le réalisateur et producteur des King Kong, mais cette fois-ci qui n'est pas réalisé par Merian Cooper. Une fantasy qui s'appelle She, qui raconte en gros... Qui veut dire elle en anglais. Elle, voilà. Comment des explorateurs, je sais plus, je crois que c'est dans la Cordillère des Andes, quelque chose comme ça, trouvent une civilisation méconnue, dirigée d'une poigne de fer par une espèce de reine aussi magnifique que cruelle. Donc la fameuse She du titre, une véritable divinité, avec grande séquence de sacrifices humains, dans lesquels d'ailleurs notre ami Steven Spielberg piochera allègrement dans Indiana Jones et le Temple maudit. On a quelques séquences assez similaires d'une personne qui est jetée dans un puits qui mène directement vers lave. Voilà. Et donc, évidemment, à la suite de King Kong, Steiner est déterminé à livrer une partition au moins aussi phénoménale. Alors, le film, lui, par contre, sera pas du niveau de King Kong, très clairement. La presse de l'époque va l'accueillir avec une certaine froideur, mais elle épargnera 2 personnes. Elle épargnera le décorateur, qui a fait un travail magnifique, on s'en doute sur un sujet comme ça, et son compositeur. Et comme à l'époque, on n'est pas encore familier de l'idée d'une composition complexe pour un film, une composition originale, en fait, pas mal de journalistes notifient le truc, de dire, et en plus, on a une musique qui est originale, et que certains disent, on peut même la qualifier d'opéra sans aria. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une vraie exigence à laquelle Steiner s'est adonné, qui n'a rien à envier, en tout cas, à ce qu'ils peuvent connaître à l'époque sur scène, quoi. Donc la musique de Steiner va être plutôt bien reçue. Je ne sais pas si d'ailleurs elle n'a pas été nommée à des prix à l'époque. C'est possible. On va regarder ça pendant qu'on écoute le morceau. Le morceau c'est la reine. Alors, je disais la reine, mais pas la reine des gladiateurs, hein, la reine The Queen. Et donc, Olivier, tu nous as trouvé des nominations, des prix pour cette musique. Oui, donc pas de nomination pour la musique, seulement une nomination pour la chorégraphie des scènes de danse du film. Ah, il y avait des scènes de danse. Oui, il y avait en gros, la les très scènes de jeune sacrifice étaient dansées, oui. Donc on a mis, vous avez entendu, on a mis un passage plutôt doux au début. Ne serait-ce que parce que dans la suite des morceaux que nous avons choisis, il y a beaucoup de choses très énergiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Mais il y a de tout. Voilà. C'est un film d'action et d'aventure. Oui, la musique est très très variée. Peut-être un petit peu Kouglof au sens, mais c'est souvent le cas avec Steiner. C'est un peu trop riche en termes orchestral. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai toujours du mal sur la longueur avec les scores de Steiner parce qu'ils sont très denses. Mais ils sont denses parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, c'est exactement l'inverse d'un Hans Zimmer, par exemple. Alors. Oui, et c'est aussi parce que les films à l'époque étaient mis en musique, ce qu'on appelle wall to wall, c'est-à-dire il y avait de la musique non-stop du début à la fin. Donc ça peut être assez. Mais là, on
voit bien, c'est envahissant. on voit bien dans l'espèce de sensualité qui se dégage du morceau qu'on vient d'entendre, une espèce de cliché quelque part qui va être associé au mystère dans beaucoup de films, pas seulement de fantasy par la suite. Je pense que beaucoup plus tard, Miklos Rozsa, par exemple, reprendra ces évocations-là, mais lui, il le fera avec un instrument encore plus étrange qui est le long de Marteneau. Mais c'est les mêmes accords, en fait, ce qu'on vient d'entendre. Donc voilà, encore une fois... Tu parles de Miklos Rozsa, excuse-moi, mais encore une fois, oui, tu disais, excuse-moi, Rafik. Non, mais voilà, encore une fois, on a Korngold et Steiner main dans la main en train de déterminer, en fait, quelles vont être la façon même de procéder pour le siècle à venir. Je trouve ça assez fascinant. Et donc, tu disais de Miklos Rozsa qu'on allait enchaîner avec lui, justement. On va enchaîner avec Miklos Rozsa, mais faire alors, on avait éventuellement, on s'était demandé, est-ce qu'on évoquait un film qui me semblait important dans l'histoire de la fantasy à Hollywood, qui est un film de Frank Capra, qui s'appelle Horizon perdu, dont la musique était de Dimitri Tiomkin, et qui est aussi une très chouette musique, mais c'était assez compliqué parce que ça raconte l'histoire d'aviateurs qui se sont crashés au Tibet et qui découvrent un royaume parfait, en fait, dont le nom d'ailleurs est connu, et là tout sur c'est Shangri-La. Shangri-La, voilà, merci. Mais bon, le film ne joue pas tellement du ressort merveilleux, fantastique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sorcellerie ou de magie, etc. On a juste une civilisation parfaite qui théoriquement ne devrait pas exister, qui pourtant existe cachée dans cette montagne. Donc on est quand même à la limite de la fantaisie et c'est pour ça qu'on est passé vite dessus. Mais effectivement, Miklos Rozsa, parce que notre ami... Avec un film super important. Un film très très emblématique, de bien 1941. sûr. Grosse production d'Alexandre Korda de 1940, qui est celle du voleur de Bagdad. Bah oui. Alors c'était pas le premier film que Rozsa a fait pour Korda, parce qu'en fait il avait déjà bossé sur une énorme production aujourd'hui un peu oublié, je trouve, qui était l'adaptation des 4 plumes blanches, Four Feathers, que je recommande, si vous arrivez à mettre la main dessus, si vous aimez les films d'aventure à l'ancienne, ou de braves anglais vont défoncer la gueule de bougnoules ensablés, c'est assez magnifique. Oui, et pour être précis, c'était en fait le voleur de Bagdad, le 6e film que Rozsa a fait avec Korda. Okay. Donc c'était vraiment le compositeur maison du studio des frères Korda. C'est ça, c'était le collaborateur privilégié. Mais la particularité du voleur de Bagdad, c'est que le sujet même appelé de toute façon, rien qu'à l'évocation du sujet, on sait qu'on va avoir besoin de musique, mais il n'était pas le premier choix. Le premier choix s'était porté sur Oscar Strauss, qui était un compositeur classique qui avait sa petite notoriété à Vienne. À Vienne à l'époque, histoire de donner un peu un cachet luxueux au film. Et ce que raconte l'anecdote, c'est que Rozsa bossait à côté, dans le bureau d'à côté. Et que pendant les mecs travaillaient sur la pré-production du voleur de Bagdad, ils n'arrêtaient pas d'entendre les mélodies de Rozsa dans la pièce à côté. Et jusqu'à se dire, mais pourquoi on se fait chier avec notre Viennois qui fait des valses? Ouais, c'était pas un hasard. C'est-à-dire que Korda voulait absolument que ce soit Rozsa. Et Ludwig Berger, le réalisateur qui était en charge du film à ce moment-là, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs qui sont un peu enchaînés, ne voulait absolument pas entendre parler de lui et voulait son compositeur viennois, si ce n'est que les premières compositions qui arrivaient étaient jugées catastrophiques par tout le monde, à part Berger. Et donc, le fait que Miklos ait eu un bureau juste à côté de la production pour faire entendre ses musiques, c'était sur instruction de Korda qui lui a dit « Tu te mets au piano et tu joues non-stop les thèmes que tu as composés en secret pour le film. » Et il a joué pendant 3 jours avant que l'autre vienne en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On n'a pas besoin de toi, on a déjà quelqu'un. Par contre, c'est quoi ce que tu viens de jouer là ? Tu peux me le refaire ?» Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au final sur le film comme compositeur, et Oscar Strauss a été remercié. C'est pas et mal. Ils ne se sont plus jamais parlé après. Et donc, oui, et c'est une partition vraiment phénoménale pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a, je sais pas combien de minutes il a composé pour le film, mais pareil, c'est pas du wall to wall, mais il y a beaucoup de musique dans le film, dans mon souvenir. Oui, il y a eu beaucoup de versions alternatives. En plus, il a beaucoup retravaillé autant les chansons que le score. Donc, il a composé quelque chose comme 1h45 de musique pour un film qui doit durer 90 minutes à peu près.
Et il y a une pléthore de thèmes qui sont juste ahurissants. Et en voilà un de ces magnifiques thèmes. Donc voilà, c'était le marché de Basra de Miklos Rocha, tiré du voleur de Bagdad de 1940. Alors je tiens à signaler que la qualité sonore de cet enregistrement est excellente, c'est un enregistrement récent. Pareil pour She de Max Steiner, je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais c'est aussi un réenregistrement assez récent, parce que les originaux n'ont pas cette qualité, cette dynamique, mais ils sont parfaitement bien joués, hein, Olivier, tu me confirmes tout ça? Oui, on peut d'ailleurs remercier les producteurs audacieux qui prennent encore le risque financier, parce que c'est des choses un peu confidentielles qui ne se vendent pas au plus grand nombre, et qui prennent le risque donc de mettre tous les moyens nécessaires pour réenregistrer des musiques historiquement importantes, mais qui ne sont pas aussi demandées que Rihanna. Oui, par exemple. Alors, petite anecdote aussi sur le voleur de Bagdad, pour en finir avec lui. À la moitié de la production, un peu plus de la moitié, est arrivée la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Ah oui. Toute la prod se faisait en Angleterre. Ils avaient envisagé d'ailleurs d'aller tourner une partie de certaines séquences en Afrique du Nord, ça s'est pas fait. Et toutes les productions de films se sont retrouvées à ce moment-là bloquées. Et donc Alexander Korda a décidé d'aller à Los Angeles. Il est parti trouver des financements additionnels là-bas, un distributeur, et la prod a été terminée entièrement à Los Angeles. Ce qui a mené au départ de Miklos Rocha d'Angleterre pour aller s'installer là-bas. Ça a été à ce moment-là qu'il a fait le mouvement qui ensuite va lui permettre de faire tous les grands films de sa filmo, qui sont quand même assez nombreux. Et sur lesquels on reviendra abondamment. Oui, au fur et à mesure des émissions, ça c'est clair. Bon, alors passons après. Oui. Juste pour noter qu'il y a un film absolument monstrueux dans l'histoire du cinéma, à côté duquel on est passé, parce que musicalement, c'était pas forcément notre tasse de thé, mais il est quand même important, c'est Le Magicien d'Oz. Oui. Donc, alors, je pensais qu'on l'avait gardé pour un futur épisode sur Le Merveilleux, parce qu'on n'est pas loin de ça aussi. On est là, pour le coup, dans la fantaisie pure et dure d'un personnage qui rentre dans un monde imaginaire. Il y a de la magie, en plus. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que le statut du film est un peu particulier, c'est une comédie musicale, donc il joue un peu sur différents tableaux, mais il y a quand même un underscore d'Herbert Stothart, hein, qui a été composé pour le film, en plus de toutes les chansons très très connues, comme Over the Rainbow et compagnie. Mais bon, contrairement au titre par lesquels on a débuté l'émission, j'ai pas la sensation que le score de Herbert Stothart ait marqué le genre aussi durablement. Contrairement aux chansons. Contrairement aux chansons. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'il a pas marqué grand monde. Ouais. C'était pas une musique particulièrement notable, c'était vraiment, pour le coup, comme tu disais, c'était de l'underscore. C'est de l'underscore, mais le film, pour le coup, lui, est notable dans l'histoire de la fantasy au cinéma. Alors oui, passons à un autre film notable, et pas des moindres, un film français de 1946. Alors, Olivier, tu veux en parler? Oui, La Belle et la Bête. C'était la deuxième collaboration de Jean Cocteau avec Georges Ric, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble 16 ans avant sur Le sang d'un poète. Ça s'était pas extrêmement bien passé, dans le sens où Cocteau avait eu un comportement un peu trop autoritaire avec le compositeur. Il avait des idées extrêmement précises, extrêmement détaillées sur le
le placement de la musique. Enfin, ça avait été une collaboration compliquée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce gap de 16 ans. Et ils se sont finalement retrouvés pour La Belle et la Bête, et ça a été absolument tout l'inverse, c'est-à-dire que Cocteau n'avait aucune indication à donner au compositeur. Il lui a dit tu fais ce que tu veux. C'est quand même plus facile pour le compositeur. Il n'y avait pas de placement de musique, il n'y avait même pas d'indication stylistique, juste il l'a laissé composer. Alors après, il a évidemment torturé un petit peu la musique, parce que sinon ce serait pas drôle. Donc il y a des séquences où effectivement il y a des arrêts brutaux, parce que Cocteau trouvait important de jouer sur l'effet d'un silence brutal. Mais globalement, la partition est très très atmosphérique, et elle a été en majeure partie très, très, très respectée par rapport à ce que le compositeur a fait. Alors évidemment, film très important, La Belle et la Bête, si vous ne l'avez pas vu, avec Jean Marais. Montrez-le à vos enfants, parce que c'est un film que les enfants, fascinant, surtout pour les petits, avec une atmosphère très très étrange. C'est vraiment, on est très loin du rythme du Disney, mais ça reste quand même un film absolument magique, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Et on va en écouter justement un morceau, L'apparition de la Bête de Georges Auric. C'est une belle partition. Hein. Ouais. Encore une fois, rejoué, c'est pas la musique d'époque. Oui, c'est encore un réenregistrement qui est sorti il y a déjà un certain temps, une quinzaine d'années facilement, chez Naxos. C'est ça, et c'est très très joli. Très belle partition. Alors, cher Rafik, là tu m'as fait découvrir un film que je ne connaissais pas quand on a préparé cette émission, et pourtant je pensais en connaître sur le registre de la fantasy, mais là, un film inspiré d'une histoire du Dr Seuss. La première adaptation de Dr Seuss en long métrage, et tu ne connaissais pas comme ça a été longtemps le cas de beaucoup de gens. Jusqu'à la ressortie DVD que j'ai acheté, parce qu'il y a un DVD qui est sorti qui est magnifique. Alors on regrette qu'il n'y ait pas un Blu-ray, mais surtout que le Blu-ray je crois existe aux États-Unis. Mais en tout cas, il y a une ressortie DVD française de très belle facture. On va donner le titre quand même pour nos auditeurs. Donc c'est les 5000 doigts du Dr T, voilà. Qui est effectivement une production assez inattendue en 1953, date de sa sortie, parce qu'elle ne correspond pas vraiment aux standards de l'époque, aux standards de la façon même d'appréhender un film. C'est-à-dire que on est à une époque où la comédie musicale a réussi à imposer, à travers l'énorme succès des Chantons sous la pluie et autres beaux fixes sur New York, une certaine acceptation de l'artificialité propre inhérente au genre, mais jusqu'à un certain point en fait. Et les 5000 doigts du Dr T poussent l'artificialité jusqu'à l'extrême, puisqu'il nous fait plonger dans un monde complètement zinzin, complètement tordu, visuellement incompatible avec notre représentation de quoi que ce soit. Et en voyant le film, on comprend très bien d'où Tim Burton, par exemple, a tiré son inspiration. Voilà, ça va de Tim Burton à la moitié des publicitaires des années 80.
80. Bien sûr. Mais effectivement, c'est un film qui est, pour le coup, comme on le dit, c'est une phrase qu'on utilise peut-être un peu trop souvent, mais on est un petit peu en avance sur son époque. Donc c'est l'histoire d'un enfant qui est obligé de prendre des cours de piano, qui déteste ça et qui en gros va faire un rêve, cauchemar, on ne sait pas si c'est vrai ce qui lui arrive ou pas, mais en gros il va se retrouver prisonnier d'un monde souterrain où les enfants sont kidnappés. Donc on leur met sur la tête une espèce de casquette avec une grosse main dessus et ils sont kidnappés par un mystérieux Dr T qui a construit le grand piano au monde et qui veut faire des enfants esclaves pour jouer perpétuellement de son piano géant. Ce qui, en gros, tout le film est une excuse pour une série de numéros chantés et dansés dans des décors complètement tarés, puisqu'on est dans les rêves d'un petit garçon. Ouais. Si vous avez vu les pubs Kodak de Jean-Paul Goude dans les années 80, basiquement c'est du Dr T, quoi. Et donc on va faire appel à l'époque à un ancien collaborateur de Max Reinhardt, dont on parlait tout à l'heure, qui est le compositeur Friedrich Hollander. Dont tu nous avais déjà parlé. Non, pas encore. Pas de lui, mais ou alors peut-être, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un nom qui me dit quelque chose. Mais enfin bon, on a vu passer tellement de noms de compositeurs dans ces préparations d'émission. Il travaillait surtout pour la scène. Il a composé surtout beaucoup de chansons. Il a engagé au départ prioritairement pour faire des chansons pour le Dr T. Mais il a déjà tâté de la musique de film et du score pur et dur, notamment avec un western aussi un peu particulier avec Marlène Dietrich qui s'appelait Death Strike Rides Again. Mais je crois qu'Olivier avait quelque chose... Une anecdote sur le Dr T, sur Hollander. Pas vraiment sur le Dr T, mais en fait, oui, il est assez peu connu parce qu'il a fait finalement assez peu de films comme compositeur de la musique originale. Son autre, score connu, c'est celui de Sabrina, le film avec Audrey Hepburn. Magnifique. Mais c'est clairement le Dr T dont il était absolument le plus fier. Et il a ensuite quitté Hollywood pour retourner à Berlin pour reprendre une carrière comme Kurt Gold l'avait fait dans le monde du classique, mais il était très très heureux de ce qu'il avait fait parce qu'il avait pu dépasser toutes les limites qui étaient permises à Hollywood à l'époque. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, David, le film va être super mal accueilli. Encore une fois, il correspond absolument pas aux standards de l'époque. Durant la première du film, dès les 15 premières minutes, il y a déjà la moitié de la salle qui est sortie. Et dans cette moitié, c'est les gens qui ont financé le film. Hein. Ouais, super. Donc, sa carrière va être cataclysmique. Il va être vraiment complètement oublié. On le verra très rarement à la télévision américaine, etc. Donc, effectivement, il va falloir attendre. Ça sera le secret le mieux gardé dans le monde de la pub, en partie. Et donc, il faudra attendre effectivement la fin des années 80, début des années 90 pour que timidement il revienne à la surface, justement par l'entremise de gens comme Tim Burton, par l'entremise de gens comme Jean-Paul Goude et tout, dont certains n'hésiteront pas à citer le film ouvertement comme référence. Et bien sûr, avec la façon avec laquelle Hollywood a fait une OPA sur tout ce qui était Dr Seuss, labellisé Dr Seuss depuis, du coup, lorsque les gens se demandent régulièrement mais quelle était au fait la première adaptation, ils tombent sur ce film complètement barré. Complètement barré parce qu'il y a aussi des passages un petit peu bizarre et gênant. Oh, tu m'étonnes. Comme souvent chez Seuss, mais mise en scène de cette façon-là, surtout dans les années 50, c'est ça. Et notamment des moments où on n'est pas loin du fantasme sadomaso pur et dur, hein, avec des grands blacks cagoulés qui embarquent les gamins dans des ascenseurs sordides et tout. Enfin, il y a des choses très très cheloues dans le film. C'est à voir, hein, voilà. C'est à voir. Ça m'a beaucoup intrigué quand tu m'en as parlé. J'ai vu, oui, en effet, c'est très surprenant. Mais voilà, écoutons-nous un petit morceau vite fait. Alors, un morceau qui a tout à fait sa place dans notre liste fantasy parce que la scène est une scène de combat, de danse et d'hypnose. C'est assez étrange. C'est très gesticulant. Dans un univers évidemment très coloré, très fantastique. Deux hommes face à face qui se combattent par la danse. Ouais, et ça. La musique utilise un instrument qu'on retrouvera dans chez plusieurs compositeurs. C'est une sorte de scie musicale ou de... Je ne sais pas si c'est électronique. C'est le thérémine. C'est le thérémine là.
parce qu'ils ont tous un peu le même son, ça dépend de la manière dont ils sont utilisés. Et donc on retrouvera... C'était loin d'être la première utilisation du thérémine. Mais c'est pas la dernière. Ça a débuté dans les années 40, mais c'est loin d'être la dernière. Et surtout, c'est certainement pas la dernière fois qu'on va vous en parler, parce que dans la fantasy, c'est un instrument qui revient assez souvent. Ouais, je voulais juste préciser que le film est... la musique, pardon, les chansons sont nominées aux Oscars de l'année suivante. Tout à fait. Le duel hypnotique. Alors là, on s'écarte un peu de la fantaisie, mais lorsqu'on a entendu avant, Rafik, on entendait vraiment les sonorités, les prémices de toutes ces sonorités de musique de fantaisie médiévale qu'on a l'habitude de découvrir dans les années 70-80, surtout les années 80. Et alors, ce que je tenais à faire remarquer aussi, c'est que le thème de la danse, du ballet, de la valse, c'est quelque chose qui revient de manière très récurrente dans les films de fantasy et dans les musiques des films de fantasy, mais on en reparlera parce qu'on en aura d'autres plus tard dans la playlist. La particularité de de ce film-là, c'est que il met en scène un monde de rêve et donc il autorise aussi absolument tout et n'importe quoi. Ça veut dire que si le spectateur joue le jeu, ce qui n'a pas été le cas des spectateurs des années 50, mais si le spectateur joue le jeu, alors il ne s'étonne plus de rien d'une certaine façon. Et ça va, mine de rien, ça va libérer la création, puisque du coup, musicalement, on peut se permettre ce qu'on veut. Et tu parlais de Tim Burton tout à l'heure. L'association Burton-Elfman, elle va être un peu conditionnée par ça, par l'idée que dans un film comme Beetlejuice, par exemple, on pourrait avoir tous les styles musicaux qu'on veut, y compris du mambo avec du flamenco, si tu veux, si tu as envie. Donc, Dr. T avait déjà pavé cette voie-là avant, en montrant que c'était possible. Enfin, le tout est possible. C'est une belle découverte. Une bonne curiosité. Une belle curiosité. Alors, le son du disque n'est pas très bon, parce que c'est le son d'époque. Là, il n'y a pas eu de réorchestration. On espère que ça arrivera peut-être un jour. On va passer à un film extrêmement important à plein de points de vue, et musicalement, et au niveau de l'image, de son histoire, etc. Balance la sauce. Allez, tu veux que je balance la sauce ? Je balance la sauce direct. Alors, bienvenue à Bagdad, mon cher David. Alors, on n'a pas mis le thème principal qui est sensationnel, qui est bombastique, spectaculaire, je l'adore. Non, on a mis le morceau Bagdad parce que c'est vraiment une invitation. Alors là, pour le coup, une invitation au voyage, à traverser le voile vers les mille et une nuits. Il s'agit donc du 7e voyage de Sinbad. Un réenregistrement remarquable. Dont Olivier pourra nous parler parce que c'est un enregistrement qui a été fait
C'est celui de Prague. C'était l'orchestre de Prague. Pas du tout. Non. C'était quel orchestre? Alors, c'est le Royal Scottish. J'ai plus l'orchestre en tête. Je pense que c'est le Royal Scottish et Joel McNeil. Non, c'était John Debney. C'est John Debney. C'est sensationnel. Ouais, ça fait partie des enregistrements de la série des enregistrements de Varese Sarabande de la fin des années 90. Il y a eu plein de très belles choses. C'était assez sensationnel. Donc voilà, Bagdad, le 7e voyage de Simbad de Bernard Herrmann. Alors ça, pour moi, déjà, c'est un film... c'est un de mes films préférés, hein. C'est tout simple, mais... Et qui fonctionne encore sur les gamins. Je l'ai diffusé dans le ciné-club, parce que mon fils a un ciné-club, donc il invite ses copains d'école. Un ciné-club personnel, cool. Tout à fait. C'est d'où l'intérêt d'avoir home cinéma à la maison. Et je me suis dit, est-ce qu'on tente ou pas pour des mômes nés au 21e siècle? Et j'ai tenté, et j'ai été très satisfait du résultat. Je te rassure, mes filles aussi. Ils ont été scotchés pendant tout le film. Donc le 7e voyage de Sinbad, réalisé par Nathan Juran, avec une musique de Bernard Herrmann, qui est donc Bernard Herrmann, surtout connu évidemment pour ses collaborations, d'une part avec Orson Welles et ensuite avec Alfred Hitchcock, mais qui s'est aussi distingué par un appétit, une appétence pour le cinéma fantastique, pour lequel il a livré une quantité très importante de chefs-d'œuvre. On y reviendra quand on fera des épisodes sur la SF, etc. Parce que on le retrouve un peu partout. Je tenais à signaler qu'il y avait un coffret Rea Harryhausen qui est ressorti chez Sidonis il y a quelques semaines, avec le 7e voyage de Simbad, le voyage fantastique de Simbad, et Simbad et l'œil du tigre, qui sont les 3 plus connus, et les 3 sur lesquels Rea Harryhausen a fait un travail absolument remarquable. Le 7e voyage étant mon préféré de tous. Pas le préféré de tout le monde. Mais c'est quand même intéressant déjà d'avoir des belles éditions remasterisées de tout ça, et de pouvoir redécouvrir même les 2 autres films qui sont intéressants. Le coffret est pas hors de prix, vaut dans les 39 €, je crois. Donc pour avoir ces 3 films, c'est pas une mauvaise affaire. Surtout que c'est vraiment des films à garder. Je reviens à la musique. Il y a plein de thèmes formidables. Oui. Et il y a surtout le thème du squelette. C'est la fameuse il y a eu une vraie collaboration Harryhausen-Herrmann. C'est-à-dire que les productions Charles Schneer de l'époque, je sais pas si vraiment les gens allaient voir un film produit par Charles Schneer, ou s'ils allaient voir l'acteur Kevin Matthews dans le rôle de Sinbad. Je pense que le public allait déjà à l'époque voir Harryhausen et entendre Bernard Herrmann. Et pourtant, Harryhausen ne voulait pas de Bernard Herrmann. Il voulait Max Steiner ou Miklos Rozsa. Il a jamais eu le premier, il a eu le second sur le 3e. Sur Golden Voyage. Le 2e ou 3e. C'est le 3e Golden Voyage. C'est le deuxième. Non, c'est le 3e, t'as raison. C'est le voyage fantastique qui est le 2e. Et il voulait absolument pas de Herrmann. Et Herrmann, en plus, n'était pas très chaud. C'est marrant. Parce qu'Herrmann était un compositeur à l'époque de films entre guillemets un peu plus sérieux. Il avait quand même fait Citizen Kane. Il avait pas encore travaillé pour Hitchcock, mais ça, c'était en train d'arriver. Et il hésitait un peu à aller dans le film de genre, qui était un truc qui était quand même pas très bien considéré par disons clairement pas même les gros ponts d'Hollywood, et c'est Charles Schneer qui l'a convaincu de venir. Et il n'a pas eu tort. Donc il a pas eu tort. Et est-ce qu'on connaît les termes par lesquels il a convaincu de venir? Parce que moi, il y a quelque chose qui, rétrospectivement, apparaît évident quand on écoute les musiques d'Herrmann pour ces films-là, c'est à quel point il a pu se permettre d'expérimenter dans tous les sens. C'est exactement ça, je pense. C'est ça, hein. Et quand on écoute Simbad, d'ailleurs, on se rend compte que dans la première partie du film, il y a encore une approche un petit peu conventionnelle, très Mille et une nuits pour le coup, comme on se souvient d'entendre, qui est magnifiquement écrit et orchestré, mais on tombe pas encore dans l'aspect expérimental qui apparaît dans la 2e moitié du film et qui apparaîtra ensuite dans tous les films de genre que Herrmann va mettre en musique, qui est une espèce de page vierge où il peut absolument expérimenter, essayer tout ce qu'il veut sans qu'on vienne lui dire ça va déranger le public, parce que c'est un public dont on ne tient pas tellement compte quand on fait des films de ce genre-là à l'époque, et donc oui, il a trouvé le terrain de jeu idéal en fait. Et ça va donc se manifester dans une séquence devenue célèbre, voilà, qui est le duel avec le squelette. Qui sera les prémices de la séquence avec Jason et les Argonautes avec plusieurs squelettes. En fait, Rea Harryhausen a testé son système d'animation image par image de squelette sur cette idée-là,
dans le 7e voyage de Simbad, et il va pouvoir l'exprimer pleinement dans Jason et les Argonautes, où il n'y aura pas un, mais je sais plus, 7 ou 8 squelettes. Enfin, c'est un record d'ailleurs. Mais ça donne quand même pour le 7e voyage de Simbad, non seulement une séquence sensationnelle, mais en plus une musique avec un instrument tout à fait particulier dont tu nous parleras juste après, Olivier. Alors dis-moi Olivier, c'est quoi cet instrument qui claque, ce clac, clac, clac? Il y en a plein. Il y en a plusieurs? Il y a du xylophone, oui. Il y a des castagnettes, ouais. Et il y a un instrument qu'en anglais on appelle, en français pardon, on appelle la cliquette. La cliquette. C'est des petites lames de bois qui sont attachées à un manche, et quand on secoue le manche, ça fait des petits claquements qu'on entend. Donc tout a été fait en termes d'orchestration pour jouer sur le côté des os du squelette. Voilà. Ouais, c'est vraiment un morceau formidable. Il faut noter que Camille Saint-Saëns était déjà passé par là avec le Carnaval des animaux, où on avait un morceau qui faisait référence au squelette et qui était déjà un festival de xylophone, mais pas aussi riche justement en termes de percussion que ce que Herman nous livre dans cette séquence. Non, vraiment, il s'est beaucoup amusé sur ces productions en dinarama, comme on disait à l'époque. Et surtout, il a amené un écran de luxe, en fait, parce que, mine de rien, la musique, elle aide aussi elle est formidable, à rendre le film plus riche qu'il ne l'était encore originellement. Oui, Harry Wozen était le premier à le reconnaître. D'ailleurs, il l'a dit à maintes reprises. Sans Herman, les films n'auraient pas du tout eu la même, le même souffle de vie, en fait. C'est-à-dire qu'il donnait littéralement une personnalité, une existence propre à des créatures qui étaient juste animées à la main, image par image. Et au fond, une émotion, même si elle est primale dans ce qu'on vient d'entendre, pardon, ça rajoute une véritable émotion. Ça donne aussi au public une porte d'entrée émotionnelle. Je pense que un gamin peut ne pas savoir comment se comporter par rapport à un squelette qui se bat avec une épée à l'écran. Mais d'une certaine façon, le caractère un peu ludique du morceau qu'on vient d'entendre, parce que effectivement, c'est un peu une danse aussi. Ça lui dit, oui, t'as le droit de t'amuser, en fait. Dans cette c'est vrai qu'il est effrayant, il a une tête absolument... Parce qu'il Ray Harryhausen, dans ses maquettes, avait forcé le trait du squelette à avoir une expression maléfique et méchante. Et c'est vraiment très bien vu. Et donc cette capacité pas cette capacité, cette invitation à l'expérimentation qu'offrent ces films, il va la faire sienne en ayant finalement les idées, je dirais, les plus simples et les plus stupides qui se puissent concevoir par rapport au sujet des films qu'il aborde. Ça va être le cas donc dans une autre production de ce genre qui est les 3 voyages de Gulliver. Dans laquelle Herman va tout simplement réfléchir en termes de taille et de poids. C'est-à-dire qu'en gros, comment illustrer cette histoire, tout est basé sur l'idée qu'il y a des personnages qui sont tout petits et d'autres qui sont absolument géants. Et donc, ils pèsent pas le même poids. Donc, l'orchestre ne doit pas peser le même poids selon qu'on sera chez l'un ou chez l'autre. Et donc, comme bien sûr, dans la composition d'un orchestre symphonique, on a différentes sections et que ces sections correspondent aussi à des mesures d'équilibre entre ce qui tend vers les basses et ce qui tend vers le léger, vers les aigus, etc. Il va simplement recomposer la place de ces musiciens, où il va mettre tous les instruments légers d'un côté et tous les instruments lourds de l'autre, et composer en fonction de l'un ou de l'autre, en fait, enfin dirigé vers l'un ou vers l'autre. C'est manifeste dans le morceau qui nous fait découvrir le monde des Lilliputiens, puisqu'en fait on découvre les Lilliputiens en train de travailler sur le harnachement avec lequel ils ont kidnappé Gulliver. Et donc dans la mise en scène, on va passer de ces petits bonhommes,
qui remplissent l'écran, a tout d'un coup cette masse extrêmement imposante qui est la montagne sur laquelle ils sont en train de bosser. Et donc, on va entendre comment on passe d'un orchestre, enfin d'une partie de l'orchestre à l'autre dans ce morceau-là. C'est parti. Alors, avec le 7e de voyage de Simbad, on était en 1958, Rafik. Là, avec le voyage de Gulliver, on est en 1960. Ouais, et puis, alors, d'un seul c'est l'année où Herman compose aussi pour Psychose. Exactement. Oui, en fait, c'était juste avant. Ouais. En fait, il a enchaîné Vertigo et Psychose, et il a terminé Psychose 4 jours avant d'attaquer Gulliver. Ouais. Et Psychose était entièrement composé d'une section de l'orchestre, c'est-à-dire qu'il avait décidé sur Psychose de ne pas utiliser tout un tas d'instruments pour privilégier les instruments à cordes. Et il n'y avait absolument rien d'autre que des cordes. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il va reproduire même sur des morceaux isolés au sein d'un film, où il va prendre simplement une section de cuivre ou une section de bois pour le plaisir d'expérimenter, mais aussi parce que ça correspond aux besoins du film et qu'il avait aucun mal à oser ce genre de choses. Et c'est vrai que plus on avance dans la carrière d'Herman et plus il expérimente, ce qui a fini par le griller en fait auprès des gros studios, puisque il devenait complètement incontrôlable. Il avait en plus un caractère assez trempé. Assez trempé, c'est une manière gentille de le dire. Et donc il se laissait pas du tout faire, et ça a fini par le contraindre à quitter Hollywood pour aller s'installer en Angleterre de nouveau. Juste à noter que le morceau qu'on a entendu, donc la structure du morceau et notamment cette espèce de marche progressive renvoie à un autre morceau que Herman avait composé pour un film aussi fantastique, semi-fantastique et gothique, qui s'appelait Tous les biens de la terre. En anglais, c'était The Devil and Daniel Webster, dans lequel il y avait une scène de luge, de traîneau, tiré à cheval, tu sais, dans lequel on entendait les mêmes cloches, les mêmes glissements. Mais c'était orchestré différemment, c'était orchestré de façon beaucoup plus riche. Alors que là, sur Gulliver, il sépare encore une fois de cette richesse les aigus et les graves pour faire court, quoi. Ouais, et pour en finir avec Gulliver, Herman était un fan absolu de la musique classique du XVIIIe siècle. C'était un peu une obsession chez lui. Et le fait qu'il ait eu à arranger un certain nombre de morceaux de musique, un petit peu musique de cour, musique royale, à la fois pompeuse, un peu ridicule pour les Lilliputiens, a été aussi un moteur majeur du fait qu'il ait absolument voulu faire ce film. À tel point d'ailleurs, mais ça je pense qu'on en parlera peut-être dans une autre émission, qu'il y a un morceau du voyage de Gulliver qui fait tellement musique classique que adolescent, je me marrais de le voir utiliser à la télévision pour illustrer de la musique de cour du XVIIIe siècle, alors que je savais que c'était une composition de Bernard Herrmann. C'est marrant ça. Bon, alors les années 60 pour nous n'ont pas été très fructueuses en musique de films de fantasy. Alors évidemment, il y a l'aventure, il y a plein de choses qui sont connexes à la fantasy ou des thèmes qu'on ne veut pas aborder comme la mythologie, etc., etc. Il y a eu beaucoup de films mythologiques ou gréco-romains dans les années
60. Et on va directement faire un bond jusqu'aux années 70, mais pas forcément avec de la musique de film. Rafik, explique-nous. Bah oui, on va parler rock'n'roll, en fait. Il y a dans les années 60 une espèce de petite révolution culturelle, on va dire, qui secoue le monde occidental, et ce qui jusque-là était considéré comme le domaine exclusif des enfants, puisque tous ces récits dont on a parlé, du Magicien d'Oz au Voleur de Bagdad, en passant par Les Mille et Une Nuits, etc., c'était le domaine de la petite enfance. Il y avait le monde des adultes et le monde des enfants. Et durant les années 60, va commencer à se développer une contre-culture pour qui ces choses dites enfantines ne le sont peut-être pas tellement. En tout cas, il y a un réseau de valeurs à aller récupérer dans cette culture-là. Et notamment donc dans le monde anglo-saxon, on va assister au succès assez underground en fait, mais très très important, des ouvrages notamment du professeur Tolkien, avec le retour en force du Hobbit et le succès dément du Seigneur des Anneaux sur les campus américains, etc. Mais tout ça va participer d'un mouvement en fait, qui va faire de la fantasy le langage secret de toute une nouvelle génération. Et donc ça sera manifeste dans les chansons d'un groupe qu'on est en train d'écouter là, qui est Led Zeppelin. Je pense que vous l'avez reconnu. Là, on écoute la version orchestrale de Stairway to Heaven, dirigée par Peter Knight, enfin orchestrée et dirigée par Peter Knight et le London Symphony Orchestra. Une référence. Donc pourquoi Led Zeppelin ? Tout simplement parce que si vous reprenez des chansons comme Misty Mountain ou The Battle of Evermore, ça n'est rien d'autre chose que les titres des chapitres de livres de Tolkien, quoi, et que leur utilisation, on va dire, de toute une culture païenne dans leur musique rock correspondait précisément à ce mouvement qui allait chercher dans la fantaisie des valeurs qui contestaient le monde occidental industriel de l'après-guerre, pour le dire brièvement, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les Beatles, qui vont à une époque vouloir adapter Le Seigneur des Anneaux, en jouant eux-mêmes les rôles des 4 hobbits. On va le retrouver dans un tas d'évocations. Donc on a parlé peut-être de Moody Blues, qui vont faire cet album concept dans lequel se retrouvera la chanson Night in White Satin, album concept dans lequel on aura à la fois du rock et de la musique symphonique, elle aussi orchestrée et dirigée par le monsieur qu'on entend qui s'appelle Peter Knight. Et enfin, il va y avoir des tentatives de dessin animé très marquées par la fantaisie à l'époque, y compris chez Jules et Arthur Bass, qui vont faire les adaptations de Tolkien, notamment, je crois que c'était Le Retour du Roi qu'ils ont adapté en dessin animé. Alors pour les enfants, mais avec un côté hippie-isant assez marqué. Donc voilà, culture hippie, culture New Age. Tout ça fait que la fantasy va essentiellement vivre dans ces mondes-là durant les années 60-70, mais ne s'exprimera pas au cinéma. C'est-à-dire le cinéma n'a pas encore pris le pli de ce qui est en train de se passer dans la fantasy, puis aussi parce qu'il n'en a pas vraiment les moyens technologiques, en fait, sorti de Harryhausen. Donc ça peut être un Stairway to Heaven version. Oui, la version. On peut s'en passer un morceau. Écoutons un peu.
C'est assez joli, Sam, sur Rafik. Il y a, alors Peter Knight, il fait partie de ces héros invisibles de l'histoire de la musique de film. C'est-à-dire qu'il a composé des musiques de film lui-même, hein, mais qui n'ont pas forcément marqué le grand public du cinéma. Je pense à Curse of the Crimson Altar, un film avec Boris Karloff à la fin des années 60, etc. Il a bossé beaucoup à la télévision, à la radio. Il fait partie. En Angleterre, il y a une grosse demande pour ces gars qui sont capables d'arranger, de diriger, etc. Mais par contre, là où il va vraiment briller ensuite, c'est en tant qu'orchestrateur pour des compositeurs de musique de film. Et notamment, il y a deux noms pour lesquels je pense qu'il a été très important, parce que lorsqu'il a bossé avec eux, il a vraiment presque changé leur façon de composer, et on y reviendra. C'est Philip Sard, et pour la guerre du feu notamment, et Trevor Jones, dont on parlera sous peu. Donc voilà, Peter Knight, du coup il est difficile à suivre, parce que là en l'occurrence ce morceau-là, je l'ai trouvé sur un album compile de chansons d'amour, le genre d'album, tu sais, à 1 euro que t'achètes, que tu trouves dans les brocantes et que personne n'achète. On va quand même vous dire ce que c'est, parce que j'en connais qui vont vouloir l'acheter. Ça s'appelle Love Classics. C'est quand même interprété par le London Symphony Orchestra, et c'est sorti. Il y a un moment, mais on le trouve d'occasion. Il y a un moment. C'est un disque qui a une Telstar, une vingtaine d'années au moins. Ça a au moins une vingtaine d'années, voire un peu plus. Mais il a été régulièrement réédité, peut-être même pas dans les versions complètes, parce que ça c'est une version 2 CD. Et il y a peut-être une version 1 seul CD des meilleurs morceaux, et je pense que celui-là est forcément dedans, parce que c'est un des meilleurs morceaux de ce double album. Voilà, mais c'était quand même pour noter que l'histoire du rock, et notamment durant les années 70, a eu sa place, a vraiment compté dans ce qui va dans ce qui va être la renaissance de la fantasy, que ce soit au cinéma et musicalement dans les années 80. Donc effectivement, on n'a pas de titre de film marquant pour nous. Non, en tout cas, on aurait pu trouver, mais encore une fois, c'était pas. Il y avait tellement d'autres choses à faire après. Mais il se passe beaucoup de choses. Et encore une fois, j'invite les gens à aller réécouter sur YouTube ou ailleurs l'intégrale de la chanson Night in White Satin, qui donc doit durer dans les 10 minutes, qui est donc composée d'énormément de musique orchestrale de Peter Knight, pour réaliser à quel point la fantasy s'est prolongée dans le monde du rock durant ces années-là. Oui, d'ailleurs, c'est un lien qui est toujours bien vivant, puisque en particulier dans le métal, il y a beaucoup de groupes qui sont influencés par les univers fantastiques, et il y a même un sous-genre qu'on appelle maintenant le fantasy metal, de groupes qui écrivent littéralement presque des romans qu'ils adaptent ensuite pour en faire des chansons et pour faire des albums concept, et qui jouent même sur scène avec des costumes de sorciers, des marteaux façon Thor, etc. Et c'est fait très sérieusement. Il y a même un prix Brajlon, l'éditeur bien connu qui fait beaucoup de fantasy, un prix Hellfest du meilleur roman de fantasy chez Brajlon au Hellfest. Donc voilà, il y a un partenariat entre le Hellfest et Brajlon, éditeur de fantasy, et provider, on va dire, de scène musicale hard rock. Donc quelque part, l'histoire se continue. Alors on passe à quoi, ami Rafik ? Écoute, on va tranquillement conclure les années 70 avec un compositeur dont on n'aura pas souvent l'occasion de parler, parce qu'il n'a pas non plus une carrière si monstrueuse. Et pourtant, je l'aime bien. Mais il est assez sympathique, il s'appelle Ken Thorne. Je pense qu'Olivier nous en parlera mieux. Oui. Alors, on parle du film peut-être d'abord. C'est un film un petit peu vieillot déjà pour l'époque où il est sorti en 79. Ça s'appelle Arabian Adventure, le trésor de la montagne sacrée en France. C'était avec entre autres Peter Cushing et Christopher Lee. Et c'est la vieille garde déjà. La vieille garde déjà. Et c'était vraiment, ça aurait presque pu être une suite au voleur de Bagdad. C'était exactement dans le même ton, si ce n'est que les effets spéciaux avaient évolué un peu, pas beaucoup, juste un peu. Et donc Ken Thorne a fait une partition qui est tout à fait dans le ton qui avait été donné par Miklos Rozsa 40 ans avant, ou 30 ans disons. Et pourtant, ça reste très dépaysant, très exotique, très joli, avec une vraie écriture thématique. Thorne, c'est effectivement quelqu'un qui n'est pas très connu, puisque
Sa plus grande gloire, malheureusement, c'est d'avoir pris la suite de John Williams sur Superman 2 et 3 et d'avoir réarrangé les musiques de Williams, qui voulait pas revenir pour les séquelles. Il s'en est bien sorti d'ailleurs. Il s'en est très bien sorti, mais bon, il en sort pas non plus particulièrement grandi puisque les thèmes originaux n'étaient pas les siens. Il en a écrit quelques-uns en plus. Et si je me souviens bien, Olivier, c'était Alexander Courage qui avait fait le 4e Tout à fait. Superman, le magnifique Superman produit par la Canon. Mais sur le 4e, John Williams avait fourni 3 nouveaux thèmes. Ah ouais. Comme ça. Pour faire plaisir. Parce qu'il est sympa. Juste sur le film, tu as cité Christopher Lee et Peter Cushing, faut pas oublier Mickey Rooney qui était déjà de l'aventure dans le rôle de Daad El-Shur. L'immortel voilà. Mickey Rooney. Et en fait, Christopher Lee avait souhaité faire ce film, enfin accepté de faire ce film parce que c'était un grand fan de Conrad Veidt qui jouait Jafar dans la version 1940 du Voleur de Bagdad dont on a parlé tout à l'heure. Et en gros, il voulait se confronter à ce type de personnage. Lui, il s'appelle Alcazar dans le film, mais il voulait jouer un bad guy des Mille et une nuits à la façon de Conrad Veidt. Ça, c'est une bonne idée. Ça me donne envie de voir le film d'un coup. Bon, mais en attendant, on va écouter la musique. Bon, c'est très joli tout ça, c'est très exotique. Et d'ailleurs, les déserts et les ambiances mille et une nuits vont être très très présentes dans tous les films de fantasy. On va en retrouver encore plus tard. Elle est très très elle est jolie la musique de Ken Thorne pour ce film-là. C'est juste dommage que j'ai l'impression qu'il n'a pas bénéficié d'un orchestre à la hauteur de ce qu'il voulait. Souvent en fait. À l'époque. Ça s'entend en fait. Souvent à l'époque. Donc ça c'était en 1979, mais là on va arriver dans le lourd et le important parce qu'en 1980 on va inaugurer une décennie de musique de fantasy qui pèse son poids dans le genre. Voilà, et entre autres parce que c'est la génération qui a fait les 60s et donc dont on en parlait par rapport au rock'n'roll, etc. Elle commence à avoir les moyens de ses ambitions. Ça veut dire que quand John Boorman se lance dans le projet Excalibur, il a déjà montré patte blanche auprès des studios avec Délivrance, avec des films comme ça. Il a aussi montré patte blanche auprès des critiques qui l'ont pris très au sérieux sur les films comme Leo the Great ou Duel dans le Pacifique, etc. Donc il a tout le prestige et la puissance nécessaire pour imposer quelque chose qui est encore difficile à imposer, qui est je vais faire adapter les Chevaliers de la Table Ronde cash. Sans se cacher quoi, et faire très très exactement comme il le dira plus tard, reprendre très exactement les jeux qu'il avait avec ses figurines quand il avait 8 ans et qui jouait dans son jardin à refaire Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Donc c'est cette idée d'imposer le fantastique pur, il n'aurait pas pu se faire dans les années 60-70. Il fallait vraiment
voilà, avoir eu cette évolution là. Olivier, Excalibur, film important, musique importante, même s'il y a beaucoup de Wagner dedans. Oui, mais c'était un choix tout à fait réfléchi de la part de Borman, qui voulait vraiment raccrocher le film à une mythologie existante. Son idée n'était pas de faire un film de fantasy, c'en est un au final pour plein de raisons. Des pures raisons esthétiques, entre autres, mais il voulait quand même que ce soit fermement implanté dans toute une histoire, et donc tout naturellement il est allé chercher du côté de Wagner, qui colle super bien aux images. Qui colle super bien, ça paraît tout à fait évident maintenant, ça l'était peut-être moins à l'époque. Bah oui. Parce que ça n'avait jamais vraiment été fait comme ça pour un film de ce genre-là. Mais il s'est pas contenté de faire appel à Wagner, même s'il y en a beaucoup. D'une part, il a fait connaître au grand public le Carmina Burana de Karl Orff, qui est devenu un tube absolu à ce moment-là et qui est resté depuis. C'était complètement inconnu avant. Et on l'a retrouvé sous la même forme ou largement parodié dans de nombreux films après Excalibur. Tout à fait. Je n'en citerai aucun. Et enfin, il fallait évidemment de la musique qui soit plus millimétrée à l'image. Un peu comme ce qu'a fait Korngold, dont on parlait au début. Un peu comme ce qu'a fait Korngold. Avec le songe d'une nuit d'été, on rajoute des parties purement composées pour le film. Et pour ça, il va découvrir un formidable compositeur dont on va reparler. Qui est Trevor Jones. Voilà, j'attendais que tu le dises. Et Trevor Jones est d'abord arrivé pour faire, entre guillemets, du faux Wagner. C'est-à-dire pour stylistiquement se rapprocher beaucoup de ce qui avait été déjà monté sur le film. Il s'est pas tellement laissé faire, il est resté dans le ton parce qu'évidemment c'est de l'orchestral, qu'il a vraiment épousé l'idiome de Wagner, mais il a aussi composé des thèmes qui sont à lui, et il y a un thème principal d'Excalibur de Trevor Jones qui tient tout à fait la route face aux sélections de Wagner, et il a aussi composé tout ce qui était musique de source, c'est-à-dire toutes les scènes de danse entre autres qu'on voit au début du film, et en particulier celle qu'on va écouter maintenant. Exactement, et on en parlait déjà tout à l'heure, la danse, la musique de danse, et là on est purement dans l'ambiance médiévale, c'est quelque chose de très important dans la fantasy, et Trevor Jones ne s'y est pas trompé. Vous avez entendu comment la sonorité, la tonalité du morceau s'est un peu transformé dans les dernières notes qu'on entendait là, pour donner un caractère assez étrange, un peu magique. Et d'ailleurs ce morceau revient même pendant des passages un petit peu... voilà, on le entend là, un peu bizarre. Dans le film c'est presque une scène de sorcellerie en fait. C'est ça, c'est de la sorcellerie, c'est le mot que je cherchais. C'est une danse de séduction. Hein. C'est une danse de séduction, oui. Qui va mener d'ailleurs de mémoire à une scène de viol et donc à la conception d'Arthur. Ouais, tout à fait. Exactement. Alors, Trevor Jones, compositeur formidable qui va opérer plusieurs fois dans la fantasy, on va y revenir, mais en tout cas Excalibur, un disque à écouter. Alors je sais pas s'il est facile à trouver. Non, il n'est pas édité en fait. Il n'est pas édité, il y a eu des problèmes de droit, ça n'est jamais sorti officiellement. Ça existe en bootleg. J'en ai un sous les yeux. C'est le mien. Et je sais pas combien il vaut, mais aujourd'hui, mais il doit être bien coté. On le trouve peut-être sur les réseaux plus ou moins officiels, mais en tout cas, si c'est pour la musique aujourd'hui avec Internet, en un clic,
Voilà. tu finis par la trouver. Il fut une époque où il fallait se ruiner pour accéder à ça, et c'était notre cas, mais aujourd'hui on peut... Mais c'est bien dommage parce que c'est un très très joli score, et un très beau film que je vous recommande chaudement de voir si vous ne l'avez pas vu. Et pour ce qui est des pièces de Wagner, ce sont un certain nombre d'ouvertures de Wagner qui sont enregistrées par Sir Adrian Boult et qui ont été éditées, je crois, en 1970. D'accord. Et le CD se trouve très facilement. La qualité de son est un peu vieille. Un peu vieille. Par contre, la direction est assez parfaite. Génial. Mais comme ce qu'on a entendu, c'est quelque chose qui ne dépareillerait pas durant un week-end de médiéval. Entre rôlistes, c'est typiquement le genre de morceau qu'on aime bien avoir sous la main. Et effectivement, on n'a pas beaucoup parlé des rôlistes qui ont eu leur importance dans les années 70 pour faire vivre la fantasy, puisque évidemment, le gros pôle d'attraction de la fantasy, ça va être Donjons et Dragons, qui va encore une fois, on est toujours dans une sous-culture, dans une culture underground, puisqu'à l'époque, c'est quelque chose qui est, rappelons-le, vaillamment et combattu par les médias, et en gros à base d'accusations de tous les maux de la terre. Ouais, bien sûr. On était tous des terroristes nazis en puissance dès l'instant où on tirait des dés. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même ce public-là qui a fait vivre l'esprit de la fantasy, et il était naturel que tous ceux sur quoi ils ont passé leur nuit ne finissent par prendre forme au cinéma, et ça s'est pas fait forcément par là où on l'attendait, puisque je trouve que pour moi le premier film qui mérite le label Donjons et Dragons au cinéma, c'est un film produit par le studio Disney, qui s'appelle Le Dragon du Lac de Feu, Dragon Slayer en anglais, et qui est un film qui va se faire à l'époque où Disney ne sait pas vraiment où donner de la tête. Ils savent plus quoi faire, ils savent plus tout à fait qui ils sont. Le succès de Star Wars les a complètement troublés, parce que c'était théoriquement un film qu'ils auraient dû eux produire, et comment ils ont pu laisser passer un truc comme ça, ils comprennent pas. Et donc à cette époque-là, ils vont tenter des tas de choses, un peu de façon un peu anarchique. Ils vont tenter des films d'horreur avec Les Yeux de la Forêt avec Bette Davis. Ils vont tenter des films électroniques avec Tron, projet complètement expérimental. Ils vont tenter de faire leur propre Star Wars avec le Trou Noir qui va s'effondrer sur lui-même, qui était un vieux projet qu'ils ont repris, etc. Bref, et aussi donc laisser carte blanche à ces deux scénaristes qui sont des copains de Spielberg et Lucas, en fait, Matthew Robbins et Al Barwood. Ils avaient bossé, c'est eux qui avaient écrit le scénario de Sugarland Express pour Spielberg, et aussi, mais ça l'histoire ne l'a pas forcément retenu, ceux qui ont donné un sacré coup de main à Lucas quand il était en train de galérer sur son scénario de Star Wars, puisqu'a priori c'est à eux qu'on doit une bonne partie ils n'ont pas réécrit, mais une bonne partie des idées de comment installer l'intrigue dans les 40 premières minutes, comment présenter Luke, etc. Ils ont voilà, et c'est des gars qui sont comme Lucas, un peu dans la culture, le mythe du héros de Joseph Campbell, ce genre de choses là. Bon bref, et donc ils vont aborder le dragon du lac de feu comme un projet sérieux et entre guillemets adulte, quoi. Ce qui à l'époque était complètement de quoi nous parle-t-on. Donc voilà, on va pas forcément dire tout le bien qu'on pense du film et de ce qu'il a représenté à l'époque, et notamment en termes d'effets spéciaux. On peut quand même dire que Lucas aura rendu l'appareil en leur prêtant ILM, qui n'avait pas trop l'habitude, à part sur les films de Spielberg et encore, de filer un coup de main en dehors des productions maison. Et c'est vrai que le dragon du lac de feu, le dragon lui-même, réalisé par les équipes d'ILM, est une chose absolument remarquable encore aujourd'hui. Faut voir le design. Alors, il a quand même pris un coup de vieux, c'est normal, les années ont passé, mais effectivement en 80, enfin il est sorti en France en 80 ou en 82, je sais plus, mais en tout cas c'est vrai qu'à l'époque se taper ça en salle, c'était juste qu'est-ce que je viens de voir. Ah ouais, c'était hallucinant. On était, c'est 10 ans avant Jurassic Park, et on avait déjà la sensation d'une créature qui était bel et bien présente à l'écran, donc c'était quand même quelque chose d'assez fort, et sans parler du design qui était absolument magnifique. Sublime. D'ailleurs, si vous voulez le voir en vrai, vous pouvez. Vous allez à Disneyland Paris et vous allez sous le château de la Belle au Bois dormant, et une reproduction miniature, parce qu'évidemment dans le film le dragon est gigantesque, c'est exactement le même design que le dragon de Dragon Slayer, qui dort dans une sorte de cage, enfin c'est pas une cage, c'est une sorte d'antre, et je me souviens avoir emmené mes enfants plusieurs fois en bas âge voir ce dragon, et à chaque fois ils sont terrifiés parce qu'il bouge, il respire, et de temps en temps il se réveille et pousse un cri qui effraie
après les enfants. Ouais. C'est un endroit formidable que peu de gens connaissent à Disneyland Paris. C'est sous le château de la Belle J'ai Romane. jamais vu ça. Il faut y Pourtant, aller. j'y suis allé un certain nombre de Et fois. il faut aller voir le dragon du lac de feu. Il est pas très se grand. terre. par contre. Il est pas très grand. Il n'a pas la taille de Vermitrax péjorative. Mais il est magnifique quand même. Mais il est beau. Et donc, pardon, ce que disait Rafik, c'est que effectivement, on se demandait à l'époque ce qu'on venait de voir, on se demandait aussi ce qu'on venait d'entendre. Oui. Parce que question musique, ils n'y sont pas allés de main morte, ils sont allés chercher Alex North, qui était un compositeur déjà très célèbre, de prestige, de grand prestige, qui avait fait des grands péplums comme Cléopâtre et Spartacus. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait une approche assez expérimental de la dissonance. Il l'a toujours fait depuis, même sur Spartacus, il y a énormément de choses qui sont pas d'un abord très faciles. Le fait est que il a découvert en rencontrant Matthew Robbins qu'ils avaient des goûts musicaux absolument communs, et donc il a eu carte blanche, aucune limitation dans son potentiel d'expérimentation, et du coup on peut constater à l'écoute de la musique qu'il s'est vraiment lâché. Ouais, parce qu'en fait jusque-là tout ce qui était un peu médiéval à Hollywood dans les années 50-60, on en parlera dans d'autres émissions qu'on va faire, c'est un peu le style à la Miklos Rozsa, qui est en fait un style très marqué du 19e siècle. Là où effectivement Alex North, lui, allait chercher dans les gammes pentatoniques, en jouant sur les quatrième et cinquième degrés de la gamme, etc. Enfin, il était dans des considérations tonales qui a priori étaient plus proches de l'esprit musical d'une époque qu'il ne l'est de la nôtre, ce qui était déjà le cas dans Cléopâtre. Il y a des morceaux de Cléopâtre et de Dragon Slayer qui se ressemblent pas mal pour cette raison-là. Mais le résultat, effectivement, pour les oreilles, nos oreilles à nous, on était jeunes, moi j'avais 13 ans quand j'ai vu le film, 14 ans, et j'avoue que ça m'a dérangé. Parce que nous, musicalement, on était habitués à des sonorités à la John Williams, à la Tchaïkovski, à la Prokofiev, à des trucs finalement au 19e, début 20e. Et d'avoir une musique aussi, entre guillemets, agressive, mais en même temps, il faut noter qu'elle elle fonctionne sur le film. C'est à revoir adulte, en vieillissant justement, en revoyant le film, c'est là où on commence à apprécier les dissonances, le côté très étrange de cette musique. Il y a quelque chose de caverneux dans le mixage du film qui fait qu'on a vraiment l'impression de sentir la pierre dure de l'antre où le dragon se cache. Oui, c'était une démarche extrêmement intellectualisée de la part de North. Il avait vraiment justifié chaque choix, chaque approche de chaque morceau. Ce qu'il voulait, c'était retrouver le côté primitif d'un son médiéval en utilisant des sonorités extrêmement modernes en termes de composition pour orchestre. Donc c'est tout à fait méritoire de sa part, et effectivement ça fait de Dragon Slayer quelque chose d'un petit peu différent de tout ce qu'on pouvait voir à l'époque, et même de tout ce qu'on a pu voir depuis. Il avait vraiment une voix particulière, North. On va écouter ça. Alors, un film pas forcément facile à voir, parce que je
pas sûr qu'il y ait un DVD. Je crois qu'il n'y a pas de Blu-ray. Il y a un DVD Zone 1, c'est sûr, celui que j'ai. En France, je sais pas. Certain. Si, je crois qu'il est sorti, mais tu sais, dans les collections Disney Kids à 5 €. Un truc perdu. Voilà. Mais effectivement. Il est peut-être sur iTunes, faudrait que je regarde. Ça se trouve, il est en démat parce que Le Trou Noir est en démat. Enfin, plein de films justement qui 20 milieux sous les mers aussi. C'est pareil, qui ne sont pas ressortis en HD, en physique. Malheureusement, la politique de Disney là-dessus est un peu difficile. Et pareil pour la musique, je pense que le disque est pas évident à trouver. Il y a eu une réédition chez La La Land il y a quelques années, je pense que celui-là on le trouve encore, mais c'est vrai que la première édition était complètement introuvable pendant très longtemps. Et tous ces efforts de North n'ont pas été en vain, puisque les membres de l'Académie des Oscars avaient encore une bonne partie de leur sens commun à l'époque, et donc le score de Dragon Slayer a été nommé aux Oscars dans la catégorie musique de film. Ça m'étonne pas, hein. C'est quelque chose de très étonnant. En tout cas, dans le film, ça fonctionne bien. Il y a plein d'éléments intéressants dans le film. En dehors du dragon, il y a l'espèce d'arme forgée, l'arme ultime, de lance ultime là, qui est forgée, qui arrive à couper. Je me souviens de cette image où elle est tellement aiguisée pour percer la carapace du dragon qu'il arrive à trancher l'enclume qui a servi à la forger. Il y a plein de très belles idées, hein. Et l'acteur principal, alors c'est très amusant parce que c'est un blondinet frisé qui ressemble un peu à Luke Skywalker, hein. Je pense que c'était la volonté de Disney d'avoir un personnage comme ça, un blond un peu jeune et faible, et en fait il est devenu totalement autre chose après dans sa carrière d'acteur. Donc, tu vois qui c'est? Oui, mais non. Ouais, Peter McNichol. Peter McNichol, oui, mais je vois pas. Enfin après. Il joue dans des séries. C'est lui il est pas dans Sex and the City, et puis plus récemment dans les séries Les Experts FBI, je crois qu'il a un rôle aussi. Donc il a complètement changé de style. Faut noter aussi que le film a été un sacré gouffre, et en grande partie parce que le label Disney l'a complètement desservi, parce que encore une fois, mais on en avait, je crois, déjà parlé dans une autre émission, mais pour ces films qui sont pas du tout adaptés à leur public, quoi. C'est-à-dire que le film est super violent par moments, et donc les familles qui sont allées voir. Il y a un sacrifice au début, je crois, si je me souviens. Déjà, ça commence par le sacrifice d'une vierge, voilà, où on a quand même du sang à l'écran. Non, et puis surtout, la princesse du film se fait bouffer comme une merde par les dragons, quoi. La princesse se fait bouffer, le prêtre se fait cramer aussi. Le prêtre se fait cramer. C'est une vraie hécatombe, en fait. C'est bien. Et enfin, le héros découvre que son compagnon de route est une femme, en surprenant à poil. Enfin, il y a tout un sous-texte homo qui court pendant tout le truc. Enfin, le film était clairement pas du tout adapté au label Disney, famille, enfants, etc., quoi. Donc, et ceux qui étaient en mesure d'apprécier un film comme ça n'ont tout simplement pas percuté à l'époque que c'était pour eux, quoi. Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est le film et ce que ça a causé, puisqu'il avait encore le label Disney, qui a mené à la création de Touchstone. Il a contribué à créer Touchstone, ouais. Mais bon, ça n'aura pas été en vain, puisque en gros, on est d'accord autour de cette table pour considérer qu'on n'aurait jamais eu Jurassic Park si on n'avait pas eu le Dragon du Lac de Feu, puisqu'on retrouve à la création des dinosaures de Jurassic Park quasiment la même équipe, en fait, qui va de Phil Tippett à Dennis Murray et compagnie, quoi. Tout à fait. Enfin, Phil Tippett qui aura quitté la barque d'ILM à cause de Jurassic Park, justement. Enfin, mais il a quand même bossé sur le film. C'est une autre histoire. Non, je ne l'ai pas trouvé sur iTunes Movie, donc je pense qu'il n'est pas disponible. Bref. Donc, en fait, la fantasy... Et l'année 81, il y a un autre film très important. Parce que, donc, voilà, en gros, tous ces films qui arrivent au début des années 80, c'est les restes de cette culture, enfin c'est les germes plutôt de cette culture fantasy des années 70. Autre gros moment des années 70, ça a été le lancement en France de la revue Métal Hurlant. On va pas faire une parenthèse là-dessus parce que voilà, mais sur l'importance délirante que les humanoïdes associés Métal Hurlant ont eu sur la science-fiction et le fantastique international, mais en tout cas les Américains l'ont bien compris puisque la revue est traduite ensuite en anglais et va donner lieu à une adaptation filmique sous la forme d'un dessin animé à sketch pour adultes, produit par Ivan Reitman, futur réalisateur des SOS Fantômes et autres jumeaux Schwarzeneggeresques. Évolution. Évolution, je crois que c'est son film le plus important, pour lequel je l'avais interviewé d'ailleurs. Bref, mais donc voilà, Ivan Reitman qui à l'époque se place un petit peu dans la contre-culture.
Il bosse un peu avec les mecs du SNL et tout ça. Enfin, bon, bref, il est dans la contre-culture et en gros, il veut faire un film choquant avec des nanas qui ont des gros seins, parce que je pense que la description du dessin animé Metal Hurlant, c'est ça. C'est Big Boobs and Swords. C'est pas Swords and Sorcery, c'est Swords and Big Boobs. Et il y en a. Et il y en a dans tous les coins. Ça va continuer, voilà. mais on en reparlera plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette équipe-là, enfin, comment dire, ces Canadiens parce que c'est beaucoup de Canadiens qui sont au SNL, vont avoir un compositeur fétiche avec lequel ils vont bosser dans les années suivantes, qui est Elmer Bernstein, hein, c'est lui qui va faire les comédies musiques de John Landis et tout ça avec ces acteurs du Saturday Night Live. Bernstein donc est approché par Reitman pour faire la composition d'Heavy Metal. On est dans l'après Star Wars et Bernstein il va faire tout simplement son Star Wars en fait. Sauf que je crois qu'il a pas forcément pris la mesure qu'il bossait sur un film un peu de merde quand même, et surtout une petite production qui a pas destination à être un succès monstrueux. Il va composer une musique ahurissante, traversée de thèmes sublimes dans tous les coins, qui pendant longtemps sera un trésor absolument introuvable, parce que le film s'appelant Heavy Metal, bien sûr, la production décide d'engager, de payer les droits d'un nombre incalculable de morceaux de heavy metal, parce que évidemment, comme l'a souligné Olivier, le rock de l'époque est très marqué par sa proximité avec la fantasy et l'heroic fantasy. Donc il y aura un disque qui va très très bien se vendre, qui va être plus vendu. C'est-à-dire, moi j'ai connu gamin des mômes qui avaient le disque des chansons heavy metal et qui l'écoutaient tout le temps, des hardos de première, et qui savaient même pas que ça correspondait à un film en fait. Tu vois, donc, c'est ça, et à côté de ça, nous on essayait de trouver le vinyle du score qui était absolument introuvable. La musique originale qui était totalement introuvable. Donc, on a eu droit à des pirates dans tous les coins avec des sons vraiment dégueulasses. Vraiment pourris. Donc merci, c'est FSM, hein, FSM, Film Score Monthly qui a fini par l'éditer et on leur est vraiment reconnaissant. Donc ça avait fait l'objet d'ailleurs de notre premier blind test. C'est vrai. On avait pris un morceau d'heavy metal là-dedans. Là on va s'en faire un autre, et pas n'importe lequel. Un morceau qui correspond à un des passages fantasy, parce qu'il y a de l'ASF et de la fantasy dans ce film, qui est donc un dessin animé, mais qui a marqué l'histoire de plein de choses à sa sortie en 1981. Voilà, donc je crois que on a choisi la transformation de Tarna, hein, c'est ça. Donc en gros, un guerrier, ce que l'on croit être un guerrier, a été invoqué et il arrive sur son ptérodactyle et ce guerrier se révèle être une guerrière. Donc grande surprise, une très belle femme qui s'approche d'une statue géante au pied de laquelle elle va trouver le costume qui sera son costume de guerrière et qui lui permettra de devenir donc Tarna, etc. Tarna la guerrière. Donc là c'est la préparation de Tarna. Très belle femme pour une très belle musique. Alors vous avez peut-être reconnu le son qu'on vient d'entendre. C'est le Térémine. Eh ben non. Ah, c'est la scie musicale. Non, c'est les ondes Martenot. Ah, c'est les ondes Martenot. À chaque fois, je me fais avoir. Mais c'était l'ami Bernstein aimait beaucoup utiliser ça dans ses musiques. En fait, il les a découvertes, les ondes Martenot, qui est un instrument électronique inventé en France d'ailleurs. Et il les a découvertes à l'occasion d'Heavy Metal.
Et c'est à partir de ce film-là qu'il a commencé à s'en servir de manière parce que c'est extrêmement dans récurrente. Ghostbusters aussi. Et c'est dans Ghostbusters, c'est dans tous les films qu'il a fait après. Tous les scores qu'il a fait après. Pendant un temps, il en mettait partout, presque trop même. Le fait est que sur Heavy Metal, c'est parfaitement adapté puisque ça donne un côté vraiment étrange, une sonorité d'un autre monde en fait. Et c'était un peu toute l'idée. Et alors pour l'anecdote, le thème qu'on vient d'entendre avant ce passage aux ondes Martenot, c'est donc le thème de Tarna, qui n'a pas été écrit pour Heavy Metal, qui a été écrit pour le film sur lequel Bernstein travaillait l'année d'avant, qui était Saturne 3. Ah ouais. Réalisé par Stanley Donen. Et un film de SF un peu bizarre. Un peu bizarre par le réalisateur de Chanteurs sous la pluie. C'est ça. Fawcett qui se volait par un robot, c'est ça. Et Harvey Keitel dans le rôle du robot. Ouais, c'est vrai. Et donc c'était le love theme qu'il avait écrit pour Saturn 3, qui a été rejeté et qui donc a été réutilisé Rien ne se perd, à bon escient, voilà, pour Metal Hurlant. Bon les amis, je regarde ma montre, mais ça fait déjà un moment qu'on parle de fantasy. Je vous propose de faire une pause maintenant et de nous retrouver dans une semaine pour continuer cette folle aventure de la musique de film en fantasy. Avec grand plaisir. Et c'est surtout qu'on s'engage dans les années 80 et ça va être un gros morceau. C'est ça. Et donc voilà, on se dit qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà plus d'une heure de podcast à écouter pour vous. Et nous, comme ça, on va pouvoir morceler un peu toutes ces histoires et vous permettre que ce soit un tout petit peu plus digeste que les épisodes de 2h30, 2h40, voire 3h. Là, si on continue sur la fantasy, on y est pour 5 heures, à mon avis, voire 6 heures. Donc voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup Olivier d'être venu derrière ce micro. Mais je reste. Mais tu restes, on va te retrouver au prochain épisode. Et merci Rafik. Merci David, merci à nos tipeurs qui sont déjà, je crois, en train de cliquer furieusement pour aller tiper à nouveau pour l'épisode suivant. Tout à fait. Donc voilà, suivez-nous sur si vous dépassez un certain montant, on doublera la production d'épisodes. C'est évident. Voilà. On ne sait plus quoi faire pour attirer le chaland. Bref, à la prochaine émission, donc le numéro 5 bis ou 6 ou je ne sais pas. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt pour la suite de ces aventures de musique de film dans la fantasy. Bonne continuation à tous. Bonne semaine David. Et à bientôt. Ciao. Thank you.